La matinale de ce samedi, il est l'heure du journal. Bon week-end et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la télévision nationale congolaise. Dans l'actualité, la République démocratique du Congo élargit sa coopération avec cette visite de 3 jours sur le sol Belgrade. Le Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur invitation de son homologue serbe. Cette visite revêt un canal pour poser les jalons d'un avenir diplomatique porteur d'espoir pour les deux peuples sur place. Les deux personnalités ont manifesté leur profonde volonté de diversifier leurs liens d'amitié fondés sur le respect mutuel. Reportage. Au palais présidentiel, en début de matinée, le président de la République est reçu par son homologue serbe Alexander Vučić, moment empreint de solennité à en juger par le déploiement de la garde d'honneur pour magnifier la présence de l'hôte de marque. L'hymne national congolais retentissait. Suivi de celui de la Serbie, signe de l'amitié qui lie les deux nations. Puis vint la traditionnelle séance de prise de photos. Les deux personnalités se sont retirées pour un tête-à-tête. Trois principaux secteurs sur la table des échanges entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Alexander Vučić, à savoir l'éducation, les mines et l'agriculture. Les deux chefs d'État ont également évoqué la mise en place des programmes d'échange universitaires, des partenariats technologiques pour une exploitation minière durable, sans omettre la coopération dans le domaine agricole visant la modernisation des outils de production. Quelques heures après la séance des huis clos de chefs d'État, les gouvernements des deux pays ont signé 4 accords majeurs en présence de leurs chefs d'État. Le premier, conclu entre les deux ministères de l'Intérieur et Sécurité, porte sur une coopération renforcée dans la lutte contre la criminalité, le blanchiment des capitaux, le terrorisme, ainsi que l'appui à la formation de la police nationale congolaise. Le second accord, engagé par le ministère des Sports et Loisirs, prévoit des échanges d'expertise, des programmes de formation et un appui au développement des infrastructures sportives. Le secteur de l'éducation, l'une des priorités pour la République démocratique du Congo et la Serbie, les deux chefs d'État ont exploré la possibilité de mettre en place des programmes d'échange universitaires, la formation technique et le renforcement des capacités, notamment dans les sciences appliquées et l'ingénierie. L'accord prévoit également l'octroi de 25 bourses d'études par an. Ce quota sera doublé dans le cadre du programme de renforcement de la coopération académique conclu avec le gouvernement serbe. L'objectif étant de permettre aux jeunes Congolais d'accéder à une expertise serbe reconnue tout en encourageant une coopération académique plus large. Sur le plan diplomatique, deux textes viennent consolider la relation bilatérale. Le premier renforce la collaboration entre les académies diplomatiques des deux pays, tandis que le second instaure consultations politiques régulières et une coopération institutionnelle accrue. Sur invitation de son homologue serbe, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne à Belgrade pour une visite d'État de septembre désert, une rencontre qui a permis ces deux dirigeants d'approfondir leur coopération autour des questions d'intérêt commun. Dans ces images, nous vous proposons l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui était accompagné de la très distinguée première dame Denise Nekiro. Jeudi 27 novembre 2025, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri dans la ville de Belgrade, signant sa deuxième visite d'État en Serbie depuis celle mémorable de 2019.
Le chef de l'État congolais, accompagné de la très distinguée première dame, Denise Nyakirou, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre serbe des Affaires étrangères et une escorte militaire. Le programme de la visite d'État du président de la République en terre serbe s'étend sur 3 jours. Le chef de l'État aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue serbe Alexander Vučić. Une autre rencontre est prévue avec des hauts responsables serbes et congolais qui vont discuter autour des questions de partenariat stratégique dans différents domaines. En effet, la République démocratique du Congo entend approfondir sa coopération avec la Serbie dans les secteurs à grands enjeux tels que la sécurité et la défense, l'agriculture, les mines et les ressources naturelles. À cette occasion, plusieurs accords seront signés. Pour Kinshasa, cette visite marque une étape importante dans sa volonté d'élargir ses alliances internationales et de diversifier ses partenariats. Concernant l'axe économique, la République démocratique du Congo souhaite s'inspirer du modèle de développement de ce pays ami qui a su relancer son essor économique après la crise post-démembrement de la Yougoslavie. Au chapitre de la diplomatie, la Serbie est intéressée par la diplomatie d'ouverture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et souhaite réchauffer sa coopération multiforme avec la RDC. En s'ouvrant à des nations moins traditionnelles, le chef de l'État congolais démontre sa volonté les alliances de la RDC sur le plan mondial. Ces accords entre la RDC et la Serbie sont perçus comme un indicateur fort et un jalon vers un partenariat soutenu. Décidément, cette deuxième visite du chef de l'État en Serbie est un élément de la stratégie de Tshisekedi pour établir la RDC comme un acteur incontournable sur le plan international, tout en faisant avancer la diplomatie et le développement économique du pays. Par ailleurs, en sa qualité de président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo voit en ces accords le témoignage de son engagement en faveur d'un leadership proactif et innovant dans un contexte régional complexe. Outre des cérémoniales officielles, dont l'accueil protocolaire au palais présidentiel, les deux chefs d'État livreront publiquement une déclaration conjointe afin de clôturer cette visite de haute intensité diplomatique. Avec une population évaluée à près de 1,4 million d'habitants, Belgrade, la capitale de la Serbie, se dresse fièrement à la confluence des rivières Sava et Danube. Une ville riche en histoire et en culture, véritable carrefour entre l'Europe centrale, l'Europe du Sud-Est et l'Orient. Un positionnement géographique qui confère à cette ville le statut d'un centre politique et logistique majeur. Parlons de ces drames qui viennent de se produire à Maïndombe, c'est là que, portant le même nom théâtre d'une nouvelle tragique, un naufrage a occasionné plusieurs décès. D'après les autorités administratives, un ouragan aurait soufflé, provoquant ainsi le naufrage de l'embarquement d'un baleinière en provenance du territoire des Kiri, transportant des dizaines de passagers à chavirer près du village Mokembeni. Les bilans provisoires a fait état d'une vingtaine de décès. En attendant, les recherches se poursuivent pourraient malheureusement alourdir les bilans. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. La redevabilité oblige, lui, Atoum, ministre des Mines, parle de ses réalisations depuis son avènement dans ses portefeuilles 3 mois après sa prise de fonction. Il les a dévoilés au cours d'un briefing spécial presse co-animé avec son collègue des médias et de la communication Patrick Mouyaya Katebwe. Le point Takabobam Koumina Sedouga. Les axes prioritaires de l'action du ministre Watoum aux Mines tiennent à un triptyque: gouvernance, traçabilité, actionnariat local. Louis Watoum veut renforcer la gouvernance minière, améliorer la traçabilité, combattre la fraude minière et réorganiser l'exploitation artisanale pour la rendre plus rentable pour l'économie autour.
C'était au cours du briefing spécial presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyayaka Temboué. Thème retenu, restitution de la mission effectuée dans l'espace Grand Katanga en rapport avec les incidents survenus à Lubumbashi et au Lualaba. Évoquant sa mission au Lualaba, le ministre a rappelé non sa peine les débordements des bassins de rétention de la compagnie minière CDM avec des répercussions assez graves dans l'environnement. Une équipe d'enquête, a dit le ministre Watoum, a été mise en place pour établir la vérité et les responsabilités. Nous avons mis en place une commission d'enquête pour enquêter, établir la vérité, toute la vérité, établir les responsabilités également, parce que les sanctions vont s'en suivre, parce que la société sera tenue bien sûr de réparer les dégâts qui ont été causés à l'environnement, elle sera tenue de dédommager tous ceux qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre, elle sera tenue également de payer tous les travailleurs. Et je ne lèverai cette mesure que quand je serai suffisamment satisfait que les mesures ont été prises pour préserver l'environnement et les populations autour de cette mine. Lorsque cet incident sera clos, nous allons étendre la mission de cette mission pour aller dans les autres sites également. Absolument. Pour voir ce qui s'y passe. Prévenir justement que pareil incident ne se produise. La raison pour laquelle nous faisons tout cela, ce n'est pas la chasse à l'homme. Il faut établir les responsabilités, certes, mais c'est surtout prendre les mesures pour prévenir que cela ne se reproduise encore. Devant les professionnels des médias, Louis Watoum a laissé l'impression d'un véritable homme de terrain doté d'une maîtrise indiscutable des rouages courants de son secteur. Patrick Mouyayaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, a par sa stratégie de redevabilité et de transparence réaffirmé la volonté du gouvernement de demeurer au service du bien-être des Congolais. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important. Chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. La preuve, le ministre des Mines a failli laisser sa vie parce qu'il devait aller compatir avec les compatriotes qui ont été touchés. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression. Et c'est cette mobilisation qui fait qu'on veut toujours à travers la désinformation, toujours à travers le poison rwandais, vouloir travestir ce qui a été dit ici. Le porte-parole du gouvernement a soutenu à cette occasion la vision de l'exécutif central de bâtir un secteur minier solide par des initiatives à impact visible. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, poursuit son itinérance de sensibilisation. À l'étape de Bunia, Jean-Pierre Liaou a sensibilisé sur le bien fondé de l'existence de la Caisse nationale de sécurité pour les agents de l'État à Bunia. Sur place, Jean-Pierre Liaou a visité également différentes installations sanitaires où sont internés les blessés de guerre. D'autres détails dans ce reportage signé Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Mouké Maloma. Après avoir sensibilisé ces hommes et femmes sur la raison d'être de la Caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics, CENSAP en sigle, dont les militaires, policiers et leurs dépendants, ici dans la salle Ishara, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a visité les installations et militaires à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. À ses côtés, le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Tout cela au nom du commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis d'abord sidéré et horrifié par la gravité de blessures, encouragé par leur engagement. Leur engagement est intact malgré leur état de blessés de guerre. Ça, c'est encourageant de voir de jeunes patriotes, de militaires aussi dévoués à la cause de la paix, de la sécurité de nos frontières et de notre peuple. Jean-Pierre Liaou a demandé à ces hommes à pouvoir défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Il y a des patriotes qui se battent. Certains tombent dans le champ d'honneur, le champ de bataille, et d'autres survivent. Et ceux-là, non-héros, qui sont partis et non-héros qui sont encore en vie, méritent d'être célébrés, méritent d'être protégés, méritent toute notre attention. Rappelons que le VPM de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwadianvita avait visité également ces blessés de guerre accompagnés du gouvernement militaire de l'Ituri. Question de raviver leur morale et surtout
rallumer dans leur cœur la flamme patriotique. Et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a reçu une importante délégation japonaise venue présenter les plans directeurs pour la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques dans la région du Copperbelt. Objectif est de renforcer les partenariats économiques entre le Japon et les pays du continent africain subsaharien dans le cadre de la mission japonaise dédiée à la collaboration accrue avec ces continents. Redépendant pour les détails. Cette délégation de ces sociétés japonaises veut investir en RDC dans le secteur minier. Le ministère de l'économie nationale étant la porte d'entrée, c'est donc à juste titre que ces investisseurs japonais échangent avec l'économiste national Daniel Mukoko Samba. Objectif, renforcer le partenariat économique entre le Japon et les pays d'Afrique subsaharienne dans le cadre de la mission japonaise dédiée à la collaboration accrue avec les continents. Hashimoto, chef de la délégation et représentant du ministère japonais de l'économie, commerce et industrie, METI, explique. Toutes ces sociétés japonaises sont venues pour discuter par rapport au plan directeur concernant la chaîne d'approvisionnement dans la région du cuivre. Nous sommes vraiment très satisfaits de la discussion que nous avons eue avec son Excellence. Visiblement satisfait, le VPM Koko Samba a salué l'engagement du Japon à explorer de nouvelles pistes de collaboration avec la RDC. Il a rappelé que le secteur cuivre et cobalt en RDC est aujourd'hui largement dominé par des entreprises chinoises. Pour le numéro 1 de l'économie congolaise, cette dynamique démontre qu'il est temps pour la RDC d'ouvrir davantage son secteur économique à de nouveaux partenaires, diversifier les alliances et renforcer la coopération mutuellement bénéfique. Très émus de cette discussion, les membres de la délégation japonaise ont réaffirmé la volonté de leur gouvernement de travailler étroitement avec la RDC et l'Afrique subsaharienne afin de promouvoir les investissements durables et les projets structurels au bénéfice de l'ensemble de la population. Une feuille de route pour la gestion technique du droit et des trafics modernisés et sécurisés en République démocratique du Congo. La directeur générale de ligne maritime congolaise salue cette initiative du gouvernement qui vise à baliser ces secteurs et redonner cette entreprise son rôle. Angèle Magdela pour d'autres détails. C'est autour d'un manuel de procédure validé et signé par les deux parties que la cérémonie s'est articulée. Un document qui balise désormais la voie pour une gestion technique, administrative et financière rigoureuse du droit du trafic maritime. Nous posons aujourd'hui un acte majeur pour la réforme, la transparence et la modernisation de la collecte de l'éléments maritimes au bénéfice de l'État congolais. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'État pour la confiance renouvelée, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour sa part, Mme Gisèle Mbouansiem Mbouing-Moupa, un de ligne maritime congolaise, a salué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et elle a appelé à la mobilisation de toutes les énergies pour redonner à cette entreprise du portefeuille son d'armement national. L'objectif de ces projets est de maximiser les recettes générées par les collectes de perception de ces redevances qui vont soutenir l'opérationnalisation de ces projets que nous attendons tous de tout notre vie. La cérémonie qui nous réunit en ce jour marque l'aboutissement des séances d'harmonisation du modus operatis spécifiquement appelé Manuel de procédure de collecte des droits de trafic maritime par LMCSA et PADES Corporation. La synergie scellée ce jour avec PADES Corporation SARL est bénéfique car elle nous permettra d'augmenter de façon optimale l'assiette recouvrable des droits de trafic maritime dont la couverture reste encore faible. Nous insistons sur le fait que ce lancement est prévu pour le 1er décembre 2025. Une cérémonie qui scelle le début d'un nouveau chapitre pour la souveraineté économique maritime de la République démocratique du Congo.
parlons de cette réunion du comité de pilotage final du programme intégré dans la province du Kwilu. L'idée est de lutter contre la déforestation et améliorer les conditions de vie de la population sur terrain. Ce projet est un modèle efficace pour une gestion durable des forêts en République démocratique du Congo, programme qui a reçu l'appui de la JICA. Anastasie Dumbu pour des précisions. Lancé en 2019 avec un cofinancement de JICA CAFI, le projet d'opérationnalisation du système national de surveillance forestière et l'activité pilote RED+, dans la province du Kwilu est arrivé à terme. Conçu pour lutter contre la déforestation tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales. Ce programme a permis de mettre sur pied des guides d'intervention des images satellites et des contrôles qualité sur les inventions forestières dans les Kwilu. Pour les représentants adjoints de la JICA, un modèle d'activité pour une gestion durable des forêts en République démocratique du Congo, afin de réduire les effets néfastes de la déforestation. Sur le terrain, dans les communautés de la province de Kwilu, nous avons vu la théorie de la RED+ prendre vie. La promotion de l'agroforesterie et l'implication des villageois dans la gestion des ressources naturelles sont des inventaires qui démontreraient qu'il est possible de contrôler le développement local, sécurité alimentaire et protection des forêts. Le secrétaire général à l'environnement a salué l'implication de la JICA et son appui technique et financier pour l'aboutissement du projet. Le gouverneur du Kwilu, Philippe Akamituna, premier bénéficiaire du projet, a, au cours de ses travaux finaux, plaidé pour un suivi et accompagnement en vue de renforcer la mise en œuvre des initiatives pilotes en cours dans plusieurs territoires du Kwilu. Grâce à ce programme, des milliers de plantations agroforestières sont opérationnelles. Ainsi, il y a restauration et conservation des lambeaux forestiers dans la province du Kwilu. Assise sur les activités du réseau des femmes mandataires publiques en République démocratique du Congo, un cadre de partage d'expériences marqué par la solidarité féminine, le leadership et la volonté d'impulser une gouvernance plus équitable dans les instances de prise de décision. L'honorable Clotilde Moutita, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a porté haut les valeurs d'un mandataire utile et représentatif lors de la cérémonie du lancement des activités. Reportage. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Clotilde Moutita, a pris part ce lundi 24 novembre à la cérémonie solennelle de lancement des activités du réseau des mandataires publics de la RDC, organisée à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Cette initiative vise à promouvoir un cadre structuré d'échange, de solidarité et de renforcement de capacités entre femmes occupant des fonctions de responsabilité dans les entreprises et États publics. Dans son intervention, son Excellence Madame la Ministre du Portefeuille a loué la bravoure et la détermination des initiatrices du réseau, tout en soulignant l'importance d'un accompagnement durable à ces types d'initiatives. Madame Julie Chikou a également reconnu et salué la masculinité positive du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement constant en faveur de la promotion des femmes dans les institutions publiques. Représentant la Chambre basse à ses assises, avec à ses côtés l'honorable questeur Chimène Poulipouli, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Clotilde Moutita, a exprimé son soutien à cette dynamique porteuse en réaffirmant l'importance d'une gouvernance inclusive et paritaire. Ce lancement a rassemblé plusieurs figures féminines influentes, issues du monde politique, administratif et économique, dans un esprit d'unité et de responsabilités partagées. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, en campagne lancée par Madame Lucie Kankou, chef à la division urbaine des affaires sociales, dans le but de lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Reportage. La campagne Toyoka s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Elle vise à alerter et à sensibiliser les publics face à la recrudescence des cas de violence faites aux femmes et aux jeunes filles en République démocratique du Congo, tout en indiquant la conduite à adopter
face à ces situations. Pour cette édition, la campagne est placée sous le thème « Tous unis pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ». L'initiative est menée par la division urbaine des affaires sociales et a été officiellement lancée par Lissi Kankoumokole, chef de division au ministère des Affaires sociales. Nous avons lancé aujourd'hui les campagnes pour la sensibilisation contre les violences basées sur les genres à travers la ville de Kinshasa. Et nous, division urbaine des affaires sociales, à travers notre espace Toyokana, nous disons stop aux violences faites à la femme. Donc nous sommes là pour sensibiliser toutes les mamans de la communauté de la ville de Kinshasa de s'élever pour lutter contre toutes sortes de violences, surtout numériques. Cette fois-ci, nous disons stop. À travers cette action de lutte contre les violences, la division urbaine des affaires sociales souhaite faire passer un message clair, celui de l'engagement et de la responsabilité collective nécessaire pour l'éradication totale de ces fléaux. Stop. Suspension et exploitation illicite des minerais dans la province du Tanganyika, 9 coopératives minières interdites d'exercer leurs activités, une décision appuyée par des irrégularités liées à l'exploitation des minerais dans la province du Tanganyika. Reportage. Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance minière et de l'encouragement d'une exploitation responsable dans la province du Tanganyika, le ministre provincial des Mines, Moufo Simpliso, a réaffirmé son engagement à renforcer la collaboration entre les structures techniques opérant dans le secteur. Ce message a été au centre de sa première réunion tenue avec les différents services œuvrant dans les domaines miniers. La suite de cette rencontre s'est déroulée ce jeudi 20 novembre dans la grande salle du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification CEEC, où plusieurs dossiers sensibles ont été examinés. Parmi les puits chauds du jour, la question de l'exploitation illicite du sable au bord du lac Tanganyika a vivement retenu l'attention. Ces phénomènes, qui contribuent à l'avancée inquiétante du lac, constituent une menace environnementale majeure dans la ville de Kalemi. Chaque participant a présenté des pistes de solutions afin d'endiguer cette pratique qui fragilise l'écosystème local. Les discussions ont également porté sur la traçabilité efficace de l'or extrait dans la province. Les acteurs du secteur ont promis de redoubler d'efforts pour garantir un suivi rigoureux des circuits de production et lutte contre les pertes économiques dues au trafic illicite. À travers cette rencontre, le ministre Moufo Simpliso a rappelé la nécessité d'une synergie entre tous les services compétents afin d'assurer une exploitation minière qui profite réellement à la population de Tanganyika tout en préservant l'environnement. En religion, la plateforme des confessions religieuses sous la conduite de son président, l'archevêque Ejiba Yamampia, appelle à une journée nationale de jeûne et de prière au Dépanda. Un seul rendez-vous pour le 3 décembre 2025, le jeûne national et prière pour la paix durable en RDC. Les Congolaises et Congolais de toute l'étendue de la République ont pris cet engagement pour la gloire de Dieu et le bien du Congo. Option levée et établie depuis le mercredi 26 novembre 2025 au cours d'une réunion qui a rassemblé les leaders du mouvement du réveil au Congo, conduite par l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia, président de la plateforme des chefs de confession religieuse de la RDC. Peuple congolais, chers compatriotes, tous les croyants, nous voici devant vous, leaders réunis pour faire cette convocation solennelle, le jeûne national. Le 3 décembre 2025, tous nous sommes ensemble pour jeûner et prier en faveur de la République démocratique du Congo, notre chère patrie, en faveur des institutions, en faveur d'une paix durable et de développement réel. À cause de cela, partout où vous vous trouvez, territoire, province, village et secteur, prenez cette date comme un rendez-vous sacré. Dans la ville-province de Kinshasa, nous serons au chapiteau du Palais du Peuple de 8h à 13h pour intercéder en faveur de notre nation et surtout les directives prophétiques de 52 jours. Nous voulons que les miracles de Dieu se produisent comme Dieu l'a fait à plusieurs reprises pour notre pays. Le numéro 1 des confessions religieuses de la RDC
en a profité pour féliciter tous les leaders pour la réussite du sommet des prières patriotiques tenues dernièrement à Kinshasa avant de solliciter une fois de plus leur engagement à cette première convention de prière qui revêt un caractère national. Et la synergie des missions d'observation citoyenne des élections organise du 25 au 27 novembre une formation de renforcement de capacité à l'intention des leaders d'opinion, les communicateurs de partis politiques et la société civile autour des thématiques telles que la démocratie, la gouvernance et la citoyenneté. Encore une fois de plus, redépendant. Communicateurs des partis politiques, leaders d'opinion, membres de la société civile et hommes des médias, tous ont profité de cette session de formation de renforcement des capacités centrées sur différentes thématiques qui sont des basiques essentiels dans la construction d'un État tels que les fondamentaux, démocratie, la citoyenneté, la gouvernance et la redevabilité, mais aussi et surtout parler des droits et obligations citoyens des élections, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL, une structure de la société civile poursuit un objectif à travers cet atelier, celui de permettre les leaders et communicateurs de savoir bien communiquer pour influencer l'opinion et les comportements de la population dans le bon sens. Luc Luntala, coordonnateur national des CIMOCEL, pour l'essentiel. Le but, c'est de faire que ceux qui communiquent pour former de l'opinion maîtrisent les réalités de la démocratie pour mieux communiquer et pour mieux encadrer le peuple à prendre conscience qu'il reste le souverain primaire dans une démocratie. Nous attendons d'eux qu'ils soient des acteurs structurants de la démocratie. Bien outillés avec les fondamentaux appris, les participants se sont découverts et devront désormais recadrer le langage public loin des dérapages pour créer l'opinion de la jeunesse dans un système démocratique qui est la loi de la majorité avec le peuple, par le peuple et pour le peuple. Et fin de ces journaux coordonnés par Angèle Mabiala, réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou, Lievien Yoba et Eric Djoké étaient là pour assurer la partie technique. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.